Donc le programme était réparti avec des séances plénières qui traitaient des enjeux et des sujets de fond, et puis des ateliers de métier, de professionnalisation, par exemple comment utiliser les réseaux sociaux, quels sont les nouveaux modes d'action que nous pouvons utiliser, ou le travail auprès des institutions européennes, par exemple. Donc nous sommes, c'était un bilan pour nous qui est extrêmement positif ce week-end, qui nous a permis de vraiment partager un moment de convivialité familiale avec l'ensemble de nos cadres qui étaient présents, et de revenir chargé à bloc pour la préparation de la manif du 5. Alors la manifestation du 5 octobre, quelles sont les raisons, les mots d'ordre? Je vais les énumérer relativement vite, puis passer la parole pour approfondir un peu ces questions difficiles et importantes. Alors la première raison de cette manifestation, c'est tout simplement le fait que l'humain n'est pas une marchandise et que la gestation pour autrui doit être combattue à tout prix et sans aucune tolérance à cet égard. Or, vous le savez, en France, certes, la GPA n'est pas légalisée, néanmoins la circulaire Taubira facilite le recours à des mères porteuses. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, ce matin encore, a déclaré que les enfants nés de GPA à l'étranger ne doivent pas être de petits fantômes de la République. Ce propos est absolument scandaleux. Il est absolument scandaleux. Les enfants nés de GPA à l'étranger sont comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout le monde, ils ont l'état civil et la nationalité de leur pays de naissance. Prendre prétexte de ce qu'ils seraient soi-disant apatrides anonymes, et là je cite Madame Taubira, est tout simplement scandaleux, et des ministres qui tiennent des propos aussi faux sont soit d'une incompétence majeure, soit malhonnêtes. Cette circulaire Taubira, le véritable enjeu, il n'est pas de leur donner un état civil et une nationalité qu'ils ont, encore une fois, il est en réalité d'inscrire dans l'état civil français une filiation bidon qui est celle souhaitée par les commanditaires. La gestation pour autrui, on ne peut, qui est un asservissement de la femme, et qui est évidemment scandaleux que ce soit en France ou à l'étranger, qui est intolérable, qui est aussi la marchandisation de l'enfant, qui devient l'objet d'un contrat. Cette gestation pour autrui doit être combattue. On doit en dissuader les citoyens français. C'est pas seulement interdire, c'est dissuader. Et la France, patrie des droits de l'homme, s'honorerait à lutter au niveau international, et par exemple au niveau de l'Union européenne. À l'encontre de cela, pour le moment, la circulaire Taubira facilite de fait le développement de cette pratique. Et d'ailleurs, tous les sites internet, les agences qui proposent la GPA en France, agences américaines ou autres, mettent en avant la circulaire Taubira et disent à leurs clients potentiels, ça facilite les choses, il n'y aura pas de problème, vous n'aurez même pas de petits soucis administratifs, qui est en réalité le seul risque encouru, en dépit de ce que cette pratique est illégale. Et donc nous combattons la tolérance, le laisser-faire du gouvernement à ce sujet-là, en rappelant deux choses. Le Conseil d'État doit rendre, et c'est attendu depuis des mois, un avis sur la circulaire Taubira. On l'attend depuis très longtemps, puisque cette circulaire a été émise en janvier 2013, et à ce jour, le Conseil d'État n'a pas rendu d'avis. On peut d'ailleurs se demander pourquoi un délai si long. Est-ce que le Conseil d'État aurait attendu les arrêts de la CEDH? En juin dernier, la CEDH a rendu 2 arrêts contre la France à propos de la gestation pour autrui et de la question de l'inscription à l'état civil. Ces 2 arrêts condamnent la France. Ces 2 arrêts étaient attendus. Alors, est-ce à dire que le Conseil d'État attendait ces arrêts et maintenant il va dire « Ah ben oui, il n'y a plus le choix, il faut valider la circulaire Taubira ». On peut se poser la question. Au contraire, la France doit faire appel de ces condamnations. Il reste à ce jour, il reste aujourd'hui 9 jours avant que le gouvernement ne se décide à exprimer son opposition réelle, concrète, à la gestation pour autrui. Sans cela, le gouvernement n'est pas réellement opposé à la gestation pour autrui. Laisser faire, tolérer et même faciliter est absolument contradictoire avec une position officielle qui est opposée à la gestation pour autrui. Donc nous demandons une cohérence et nous demandons une lutte bien réelle sur ce sujet
extrêmement important et grave aussi bien pour la femme, l'enfant, que donc la société française. Et d'ailleurs, vous avez peut-être noté que de nombreuses féministes et que certaines associations de l'inter-LGBT s'opposent également à la gestation pour autrui et l'expriment aussi avec force. Et évidemment, les féministes, en toute logique, si elles étaient d'ailleurs toutes logiques, devraient prendre encore plus largement la parole, et de même du côté écolo, José Bové l'a fait, mais en réalité, on l'attendrait de tous les écolos, respecter l'environnement, respecter la nature. On commence, quand on est logique, par l'être humain lui-même, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes sur des sujets d'adultes, c'est-à-dire que pour des désirs d'adultes, nous allons priver des enfants de la possibilité d'avoir un père ou une mère. Et que si on réfléchit vraiment, si chaque mère ou chaque famille réfléchit vraiment, se dire est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui en France, une personne qui cherche un emploi, ce soit un emploi d'avenir, de devenir mère porteuse. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la France? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? Est-ce qu'on a envie que des enfants qui naissent en France, on les prive sciemment d'avoir un père ou une mère? Ben moi, je ne veux pas de ces enfants, ces emplois d'avenir pour les filles françaises, et donc c'est pour ça qu'en tant que merveilleuse, je m'opposerai avec force à ce projet et à cette circulaire Taubira qui, voilà, qui d'une façon très discrète et insidieuse permettra ça à long terme, et on nous endort. Peut-être que ça n'arrivera pas demain, mais nous nous battons pour après-demain. Pourquoi est-ce que nous nous mobilisons encore? Pourquoi est-ce que nous avons cette ténacité à revenir alors que la loi a été promulguée et alors qu'effectivement, nous savons bien, le gouvernement ne souhaite pas qu'un mouvement sociétal comme le nôtre perdure, car il a bien vu que nous étions à l'origine d'un des plus grands mouvements sociaux qui a eu lieu dans notre pays. À l'époque, et je crois qu'il faut le préciser, le redire, en 2013, nous avions déjà dénoncé la façade mariage pour tous, qui était un piège dialectique, avec une pièce cachée adoption. J'ai même été interrogé après la promulgation de la loi par des journalistes qui me demandaient si on était satisfait parce qu'il y avait le mariage mais pas l'adoption. Nous disions déjà à l'époque, et je l'avais dit, que les premiers enfants adoptés seraient des enfants, puisqu'il n'y a pas d'enfants adoptables en France, pratiquement plus, qui auraient été conçus artificiellement à l'étranger, d'une manière illégale par rapport à la France. Et c'est ce qui est advenu aujourd'hui. Et donc nous sommes devant la réalité qui explique notre combat tenace contre l'injustice, que des enfants sont déracinés, ils sont amputés et ils sont forcés, déracinés de leurs origines, des pays où ils sont conçus, que ce soit en Belgique, que ce soit pour la GPA en Inde, aux États-Unis, déracinés, amputés de la moitié de leur patrimoine génétique, de toute leur histoire, soit paternelle, soit maternelle, et forcés de cautionner un système qui leur est imposé avec deux papas et deux mamans, alors que depuis l'origine de l'humanité, nous avons tous bénéficié des repères anthropologiques, de cette complémentarité homme-femme dans l'engendrement. Ils sont forcés, et en plus forcés à devoir cautionner quelque chose qui est très compliqué pour eux sur le plan psychique, c'est l'amour. Parce que ces enfants sont aimés par ceux qu'ils élèvent, que ce soit deux hommes ou deux femmes. Et donc ils sont obligés de cautionner un système au nom même de l'amour. C'est donc extrêmement enfermant, parce qu'il n'y a rien de plus confus pour un enfant que d'être forcé au fond d'aimer par des gens qui l'aiment effectivement de manière tout à fait sincère. Mais cependant, ils ont effectivement, ça a été dit, ils ont été conçus par un désir irrépressible d'adulte au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je rappellerai que Mme Belkacem, à l'époque, lorsqu'elle était une des responsables des questions de société au Parti Socialiste, était tenante de la ligne favorable à la GPA, qui avait été minoritaire à l'époque. Et donc c'est pas tout à fait anodin qu'elle utilise aujourd'hui ce vocabulaire que tu as rappelé tout à l'heure, Ludovine, fantôme de la République, alors qu'il faudrait effectivement que la France aille dans ce que nous on appelle l'écologie humaine, c'est-à-dire de respecter profondément les besoins du petit homme, de l'être humain, de se voir respecter dans ce qui est l'écosystème de base dans lequel nous avons tous été conçus, par un homme et par une femme. C'est l'origine de la parité, c'est quelque chose d'assez merveilleux d'une certaine manière, que nous soyons dans l'ordre de la procréation incapables de procréer par nous-mêmes. Les hommes et les femmes sont complémentaires
et personne ici ne peut véritablement le contester. Et le fait d'imposer à ces enfants français ce type de procréation artificielle, c'est porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, le gouvernement ne souhaite pas que notre mouvement social perdure, mais nous sommes là aussi pour être tenaces contre toute forme d'injustice. Et c'est le propre même de notre mouvement social que d'avoir montré, je pense au 2 février dernier, que le gouvernement a dû reculer peut-être pour essayer de nous embobiner, ça on va le voir. Mais notre mouvement social continuera le temps qu'il faudra. Il a été spontané, il est foisonnant. Et on peut saluer le nombre d'initiatives de toutes sortes qui sont nées de ce mouvement social. Il n'est pas du tout près de s'essouffler, bien au contraire. On le voit au travers de toutes les initiatives qui ont lieu maintenant. Je pense que les repères anthropologiques sur lesquels nous sommes fondés sont tellement solides que c'est un tournant culturel qui s'amorce au profit de l'enfant avec toutes ces associations, tous ces mouvements. Et aujourd'hui, derrière la manif pour tous pour le 5 octobre, voilà pourquoi Alliance Vita s'engage fortement dans ces 2 manifestations de Paris et de Bordeaux. La nécessité absolue de faire de l'abolition de la gestation pour autrui un sujet fort, un sujet majeur. Nous avons mis en mot d'ordre abolition universelle de la GPA. Pourquoi? Parce que si la GPA existe dans le pays d'à côté, les citoyens vont chercher à côté une mère porteuse, une femme dont ils vont louer le ventre. Et il n'y a pas de location gratuite ou salariée qui soit éthique, contrairement à ce qu'on veut nous dire. Il n'y a pas de GPA éthique, ça n'a pas de sens, les mots sont contradictoires. On ne peut pas utiliser la femme, qu'elle soit consentante ou non. Pour cette raison-là, il nous faut lutter au niveau national, au niveau international. Tout ce mot d'ordre, abolition universelle de la GPA, de la gestation pour autrui. Comme on a lutté, comme il y a eu l'abolition de l'apartheid, l'abolition de l'esclavage, eh bien c'est un combat de cette ampleur-là et dans lesquels nous devons tous rentrer, ou alors la société se trouve en parfaite contradiction avec elle-même. Je citais tout à l'heure les féministes. On ne peut pas être féministe et accepter l'allocation du ventre et l'allocation de la femme. Et la réduction de la femme à son utérus. Ça n'est pas acceptable. La PMA, évoquée par Tubdual, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, l'enquête interne du ministère de la Justice a montré que des centaines d'enfants ont été adoptés par des couples de femmes. Adoption plénière. Ces enfants sont inscrits, c'est ce que nous avons toujours annoncé, c'est inéluctable, ça va avec la loi Taubira. Ces enfants sont inscrits comme ayant 2 mères. On ne peut pas mentir avec la réalité sans qu'il y ait des dégâts majeurs. Et l'enfant, non seulement né d'un homme et d'une femme, mais sur le plan psychique, se représente comme issu de l'union d'un homme et d'une femme. On ne peut donc pas le placer dans une situation d'incohérence. Ce sont à l'évidence des problèmes majeurs qui se poseront à lui du point de vue psychologique. La GPA va redessiner les rapports nord-sud en quelque sorte, puisque de toute façon ce sera toujours la consommation de pays riches ou de couples riches qui iront acheter des enfants dans les pays pauvres. Et à l'instar d'une lame de fond, je dirais, antilibérale, nous avons été caricaturés comme un mouvement réac, et il se trouve qu'aujourd'hui, avec la GPA, s'allient à notre cause des gens plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, parce qu'ils vont envisager, à travers cette GPA, une nouvelle manière de libéraliser le corps, l'achat et la vente, qui est la plus paradoxale, c'est de l'humain. Et donc, on nous a caricaturés comme étant réac, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a tout un courant de gauche qui s'allie à cette idée de l'anti-GPA, simplement au nom de l'antilibéralisme. Voilà. Ça pose aussi la question de l'identité nationale, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme, et est-ce que dans le pays des droits de l'homme, on peut, au nom de valeurs finalement marchandes, accepter que l'on achète et que l'on vende l'homme? Voilà. À la tribune de SLET de janvier 2013, Jacques Attali, qui disait à propos même de notre mouvement social que ce qu'il y avait en prémisse derrière, à cause de la revendication d'égalité, je le cite, d'immortalité, et à cause de la perspective de matrice artificielle, et bien au fond c'était la fabrication artificielle, totalement artificielle d'enfants. Bien sûr, ceux qui revendiquent aujourd'hui ce qu'ils ont appelé le mariage pour tous n'en ont pas forcément conscience. Mais ces femmes porteuses, quand on pourra les remplacer par une machine, évidemment, on se passera d'elles. C'est bien la preuve qu'elles sont considérées comme des objets. Et vous savez qu'il y a eu, je pense au livre du professeur Atlan sur l'utérus artificiel, il y a aujourd'hui tout un courant de pensée qui se propose de fabriquer l'homme, de refabriquer l'homme.
Et au fond, derrière ce sujet du prétendu mariage pour tous, et avec tout ce qu'on voit, toutes ces dérives un peu partout dans différents pays en termes de fabrication d'enfants de façon artificielle pour les désirs d'adultes, il y a cette perspective qui est en ligne de mire. Et c'est la raison pour laquelle José Bové d'ailleurs s'est exprimé fortement sur ce sujet, parce qu'on s'aperçoit que c'est l'homme, c'est l'humanité, les repères anthropologiques qu'on va léguer aux générations futures qui sont en cause, à partir du moment où tout un courant de pensée imagine s'affranchir du corps humain pour concevoir l'homme, avec toutes les conséquences que vous imaginez et que certains auteurs de science-fiction ont décrit depuis déjà fort longtemps. Je commente le slogan de notre livre, l'humain n'est pas une marchandise. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle des slogans progressistes de quand j'avais 20 ans. Et c'est pas un hasard, la réification, l'objectivation par la technique de l'humain, c'est un danger qui se profile depuis un moment. Des penseurs nous en ont averti depuis Heidegger. Et donc, il y a un certain nombre de décennies, les jeunes, c'était progressiste d'avertir contre cette évolution. Et aujourd'hui, en fait, nous reprenons un flambeau. C'est pas factice, ça, que notre mouvement reprenne de tels slogans et de telles imageries. C'est pas factice, c'est réel parce que c'est un flambeau qui a été abandonné par la vieille gauche, qui est trop occupée à se trouver des cautions sociétales au fait qu'elle mène la même politique socio-économique que la droite et le centre-droit. Donc, réactionnaire, on nous traite de réactionnaire. Non, c'est la même chose qu'il y a 20 ans, c'est une résistance à un progrès qui n'en est pas un, comme l'ont dit Duhan, Kamel et d'autres avant moi. Et nous ne sommes pas les seuls. On commence, moi, dans mon journal ce matin, je vois ça. Donc, classe populaire, le livre qui accuse la gauche, du géographe Christophe Juny, se revendiquant de la gauche, réac. Mais là encore, il faut s'entendre sur les mots. Réax, est-ce que ça veut dire même avertir contre les évolutions dangereuses? Non, bien sûr. Quand c'est de gauche, on dit résistance. Et là, quand c'est de centre, etc., on nous caricature avec des stéréotypes au passage. Hein, je note que les stéréotypes soulèvent plein de contestations à propos de l'identité homme-femme, mais que nous, on nous les applique, le vert, etc. Le désir d'enfant, nous le comprenons tous, bien évidemment, que tout couple souhaite avoir des enfants, c'est infiniment légitime, compréhensible, mais tout désir et toute souffrance n'autorise pas tout et n'importe quoi, n'autorise pas l'utilisation de l'autre. Et c'est là où la société a un rôle extrêmement important à jouer pour donner des cadres, des limites à nos desiderata. Le genre est aujourd'hui un sujet très polémique sur lequel il y a une opposition, des clivages très forts. Najat Vallaud-Belkacem passe son temps à dire « il n'y a pas de théorie du genre ». Et elle le répète tellement d'ailleurs qu'on peut se dire qu'elle a du mal à convaincre. Alors, la réponse que nous donnons, c'est que théorie, pas théorie, c'est pas la question. On peut mettre théorie au singulier, théorie au pluriel, on peut dire idéologie, on peut dire ce que vous voulez, peu importe. La philosophie, la démarche qui tente à promouvoir l'identité de genre en lieu et place de l'identité sexuelle, c'est cela qui nous pose problème. L'identité de genre, elle est de l'ordre du ressenti, elle est subjective, elle ne permet pas à chacun de savoir à qui il s'adresse et d'exprimer qui il est. C'est l'identité sexuelle qui est objective, qui permet de se parler, de vivre en société, de vivre avec soi-même. Et cette volonté, en particulier d'imposer à l'école une nouvelle vision anthropologique qui ne correspond pas à la réalité, qui est subjective, qui est objet de débat même entre spécialistes de gender studies, n'est pas acceptable. Les merveilleuses se sont mobilisées très très vite sur ce sujet, notamment en alertant les parents avec un message très simple. Parents, est-ce que vous êtes considérez que vous êtes premier éducateur de vos enfants? La question que je vous pose, est-ce qu'en tant que parent, vous considérez que vous êtes premier éducateur de vos enfants? On a passé des heures et des heures et des nuits entières à parler avec des parents qui tous répondent bah, bien sûr. Alors là on leur dit, est-ce que vous en êtes bien sûr? Vous savez vraiment ce qui se passe à l'école? Vous avez été voir, vous êtes au courant des enseignements, des matières, etc. Et on les renvoie sur des sites
qui sont les sites tout simplement d'éducation nationale. Je vous invite à aller voir. On nous explique que l'ABCD de l'égalité, c'est terminé. Ah oui, en effet, parce qu'il était expérimental, parce que maintenant on est passé à un plan de formation à l'égalité homme-femme qui va être étendu dans toutes les écoles de France, alors qu'avant c'était juste expérimental. On nous explique sur des sites qui ne sont pas du tout des sites idéologiques, un site qui s'appelle Maîtrise de la langue française. On nous explique que différentes classes d'un département nous fait l'expérience, raconter une histoire sur des garçons et des filles qui font de la danse, qui font de la boxe, etc. Tous les enfants qui avaient des réponses qui n'étaient pas les bonnes, à savoir un petit garçon qui dit « Bah oui, t'es sûr qu'on voit la différence entre un garçon et une fille, c'est même pas compliqué, il suffit d'aller voir dans le bain et on voit la différence. » Oh là là, grave, il est en gras. Sa réponse est en gras. Et on peut voir, et je vous invite à aller voir sur le site Maîtrise de la langue française, la liste des enfants, la liste des communes, la liste des écoles qui ont fait ces expériences, et on voit la réponse des enfants, et toutes les réponses qui ne sont pas dans l'ordre de la théorie du genre, sur laquelle je ne m'étendrai pas parce que ce n'est qu'une rumeur. Au passage, il y a eu un congrès quand même à Lyon le week-end dernier, où il y a eu des ateliers qui ont été consacrés comment transmettre la théorie du corps dans la théorie du genre dans les écoles, comment former les professeurs sur ce sujet, comment expliquer aux professeurs d'aller de façon sournoise parler de la différence, qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, sans quoi on est d'accord, on est tout à fait égaux là-dessus. D'ailleurs, regardez ici, on est en bonne parité. Par contre, on n'est pas égaux quand on nous regarde tout nu. Je suis désolée, on a une différence et cette différence est riche. On n'est pas pareil. Et cette complémentarité est une richesse. C'est juste ça qu'on veut dire. Et donc les parents, j'ai passé mon été à rencontrer des gens dans différents départements en France. Je n'ai pas vu un parent conscient, ou du moins au courant de ce qui se passait. Parce que, voilà, c'était plus... j'ai fait, à chaque fois que je faisais la caisse au supermarché, j'interroge les gens autour de moi, voilà, la caissière, les gens qui sont derrière, les gens qui sont devant, etc. Et c'est voilà, un petit exercice auquel je me livre assez souvent. Eh bien, c'est intéressant de voir le bon sens des Français que je vois. Et au supermarché, c'est tout le monde, c'est toutes les familles, parce que tout le monde achète au supermarché. Voilà. Et donc, on a tous les niveaux, on a toutes les strates de la société française sont au supermarché. Et c'est extraordinaire de voir qu'aucun parent va dans ce sens. Et on les anesthésie sur cette fameuse théorie du genre qui n'est qu'une rumeur. Et moi, je redis, parents, vous êtes premiers éducateurs. Vous avez le droit de dire, je ne veux pas qu'on en fume notre enfant sur des théories qui sont mauvaises pour nous. Voilà, qui se construisent pas plus tard qu'à la rentrée, là, en septembre, en prépa. Il y a des jeunes qui se présentent, je ne sais pas pourquoi, en disant, mais voilà, moi je m'appelle Paul, je viens de tel lycée, je suis dans telle prépa, donc il arrive, je suis asexué, je n'ai pas encore déterminé mon sexe. Quand on arrive à 18 ans en disant ça, voilà, je voudrais voir les problèmes que ça va donner derrière. Assez régulièrement, j'interviens devant les journalistes et systématiquement après, j'entends « elle s'est exprimée sur la théorie du genre ». Je n'emploie jamais le terme de théorie du genre. Je le précise, je vois que je suis obligée de le préciser, je ne me situe pas dans le débat théorie pas théorie. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est pas le premier mot, c'est le deuxième mot, c'est le genre. Et le genre, c'est très intéressant à étudier, bien évidemment, la dimension sociale de l'identité sexuelle. Après, il y a ce qu'on en fait ensuite. Et donc, pour ma part, je suis plus trash, d'ailleurs, je parle toujours d'idéologie du genre. Et donc, je vous remercie, si vous faites d'éventuels articles ou reportages, de ne pas nous citer comme parlant de la théorie du genre. Ça, c'est l'enfumage de Najat Vallaud-Belkacem qui veut tenter de nous empêcher d'aller sur le vrai débat. Les familles n'ont pas l'habitude, ce n'est pas leur forme préférée de manifester. Leur forme d'action à la société, elle commence toujours, en particulier dans la période de rentrée, d'abord par les réunions de parents à l'école, ensuite par l'investissement dans les communes. Vous savez que les associations familiales en fait, sont celles qui font tourner les CCAS dans les communes, qui font tourner les comités d'attribution des logements sociaux, etc. Et si aujourd'hui mes adhérents me demandent d'être ici, c'est parce que ils ont besoin de recourir à ce mode inhabituel d'action pour exprimer le fait que fondamentalement, ils ne votent pas la confiance au gouvernement actuel. Pourquoi ? La première chose, c'est que fondamentalement, depuis des mois,
nous avons une politique familiale qui consiste pour l'essentiel à faire financer le gros de l'effort aux familles qui ont le plus d'enfants. Je fais allusion en particulier en fait, à la successive réduction en fait, du plafond de quotient familial. On se trouve aujourd'hui en France avec le paradoxe où on a le soi-disant modèle social de la planète et où en fait la logique soi-disant de justice conduit à ce qu'on augmente plus les impôts parce qu'on a plus d'enfants. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui en France, on a un glissement où en fait le gouvernement est en train de permettre à l'entreprise de larguer les amarres de la famille. Vous savez que le financement par les entreprises de la politique familiale française est en train d'être démantelé. Et déjà, la suite arrive puisque nous voyons que le dossier du travail le dimanche arrive à grands pas. Ça veut dire quoi le travail le dimanche? C'est très simple. Hein. C'est un peu plus de crèches ouvertes le dimanche pour permettre aux mères de famille d'aller tenir la caisse du supermarché, alors même que le dimanche, c'est le temps sanctuarisé pour la réunion familiale. Donc, glissement, hein, où en fait c'est le tout économique, le tout productiviste, en fait, qui est la norme. Et fondamentalement, si les familles dont la manifestation n'est pas la forme d'action privilégiée vont le 5 octobre descendre dans la rue, c'est parce qu'il y a un glissement où en fait nous avons un gouvernement qui explique que les familles ne sont pas capables. Elles ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants. Elles ne transmettent que des stéréotypes, paraît-il. Nous descendons dans la rue parce qu'il faut expliquer au gouvernement que le principe fondamental sur lequel est bâtie la République française, c'est le principe de la confiance dans les familles. Il faut rendre les clés de l'activité économique, de la croissance et de l'éducation aux familles. Les clés, on les rend quand on commence par faire confiance aux familles, quelles que soient les idées qu'elles ont dans la tête. On ne peut pas dire aux gens qu'on demande la confiance et en même temps leur dire ce que vous pensez est mauvais et on va le déconstruire. Un exemple encore là-dessus. Révolution cet été du congé de parenté. À partir de 2 enfants, désormais, c'est plus 3 ans de congé de parenté possible. C'est 2 ans et demi. Les 6 mois qui sont retirés sont optionnels, à condition que ce soit l'autre parent qui les prenne. Quand on voit dans quelles conditions ces 6 mois sont financés, c'est en gros, on coupe 6 mois sur les 3 ans. Ça c'est quoi? C'est une fois de plus la primauté qui est donnée au travail rémunéré. Voilà les raisons pour lesquelles, et je m'associe évidemment aux problèmes majeurs de société qui ont déjà été très longuement évoqués, donc je ne reviens pas là-dessus. Les familles dont ce n'est pas la forme habituelle d'action veulent descendre dans la rue. Notre mouvement est international et on le voit, enfin, les pays dans lesquels les mères porteuses sont utilisées, les reportages qu'il y a eu sur l'Inde ou sur l'Indonésie, on voit des mères qui sont coupées de leurs enfants, mises en batterie dans des chambres où elles sont à 15 par chambre pour préparer les enfants qui viendront chercher de pays étrangers. Donc ça, en tant que mère, on ne peut pas accepter. Et pour revenir sur la politique familiale, le gouvernement s'en prend aux familles, et en particulier aux plus modestes d'entre elles, mais on voit, enfin, rien que les annonces qui a eu lieu dans les 15 derniers jours, on nous dit d'un côté il y aura 1,4 milliard de coupe de budget de la CAF et donc les places de crèche qu'on nous avait promises ne seront pas créées. Et puis dans le même temps on dit le congé parental on a supprimé 6 mois mais on pourrait en supprimer encore plus parce qu'au 2e enfant finalement 1 an de congé parental en tout ce serait peut-être largement suffisant. Donc on a plus de 3000 mères sur Facebook qui nous suivent sur ces sujets-là, dont pas mal de femmes enceintes qui doivent accoucher dans les prochains jours, qui d'ailleurs ne savent même pas à quelle sauce elles sont mangées parce que la loi s'applique le 1er octobre sur le congé parental, les décrets ne sont pas sortis, donc les CAF sont incapables de renseigner les mères, les parents, quand vous allez accoucher, vous devez vous préoccuper de qui va garder votre enfant, comment vous allez vous organiser. Il y a des familles qui accouchent dans ce pays après le 1er octobre ne savent pas si la loi va être appliquée, pas appliquée, si les décrets seront sortis, pas sortis, et dans quelle mesure le congé parental s'appliquera. Et c'est déjà pas mis en œuvre quand on vous annonce à nouveau un congé qui va être encore raccourci et des places de crèche qui ne sont pas créées.
voilà, le gouvernement s'en prend clairement aux familles. Et c'est vrai que les familles, c'est pas leur habitude. Voilà, les agriculteurs, ils sont pas contents, ils mettent un tas de fumée devant la préfecture. Les familles, elles n'ont pas l'habitude de poser leurs enfants et leurs poussettes devant la préfecture pour dire qu'on n'est pas content. Et là, le 5 octobre, elles ont l'occasion de dire que la politique familiale du gouvernement ne leur convient pas. La famille musulmane de la Gironde fait partie du conseil d'administration de l'UDAF de la Gironde. Nous avons rejoint depuis quelques mois cette grande famille de la Manif pour tous, même si nous l'avons soutenue depuis le départ. Alors aujourd'hui, j'appelle les Françaises et les Français particuliers de confession musulmane à être plus concernés, je dirais même plus, à avoir un devoir de résistance face à ces horreurs et à venir manifester le 5 octobre à Bordeaux ou à Paris. C'est que le 5 octobre tombera en plein la fête de l'Aïd. L'Aïd étant une fête familiale, et bien ce sera l'occasion de venir tous ensemble manifester, voilà, en famille. Avant qu'on nous dise on n'est pas pensé aux musulmans, c'est tout à fait le contraire. C'est l'occasion de venir manifester en famille. D'habitude, je prépare une longue intervention, mais depuis plusieurs mois, je me dis que cela ne sert pas à grand-chose, sauf exception. Il est rare que vous repreniez mes propos, préférant visiblement la parole d'un homosexuel membre de la LGBT que plutôt celle d'un homosexuel non membre d'un lobby. Alors pour tout vous dire, je me suis même demandé à un moment donné s'il ne fallait pas que je me fasse pousser la barbe, porter une jupe ou bien arborer une perruque avec des longs cheveux pour continuer à faire passer mon message. Heureusement que les nombreux témoignages d'homosexuels dans toute l'Europe viennent conforter mon action. J'ai des contacts avec différents pays comme le Portugal, l'Espagne, la Pologne et je pars tout à l'heure pour l'Italie, Alors, je ne suis pas aigri, mais simplement déçu. Déçu pas pour moi, mais pour la cause que nous défendons, et notamment en matière de combat contre la PMA et la GPA. Alors pendant des semaines, que dis-je, des mois, on nous a fait passer pour des réacs ou des fachos, quand ce n'était pas les deux. Alors je vous pose une question, en avril dernier, José Bové s'oppose à la PMA et à la GPA. Est-ce un réac, un facho, à vous juger? Mi-juillet, Lionel Jospin et Jacques Delors, ainsi qu'une soixantaine de personnalités ont demandé au président de la République, dans le journal Libération, de s'opposer au contrat de mère porteuse. Sont-ce des réacs, des fachos, à vous juger? Depuis des mois, Sylviane Gazaski déclare être non favorable à la PMA. Est-ce une réac, une facho, à vous juger? Mais surtout, Marie-Jo Bonnet, qui est militante du MLF et fondatrice des Gouines Rouges, se démarque du mouvement LGBT en s'opposant à la PMA et à la GPA. Alors là, elle dit, un entretien qu'elle a accordé dans le Figaro.fr le 18 juillet, je cite, « Le militantisme homosexuel est dirigé par un petit groupe politiquement organisé, autoproclamé, qui impose ses intérêts, ses désirs et ses choix en taxant d'homophobes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Le débat démocratique a été pris en otage par ce groupe que certains qualifient d'homocrates à l'intérieur même du mouvement LGBT, où on ne peut plus discuter des modalités de reconnaissance de l'homosexualité, des stratégies à développer, des contre-pouvoirs culturels. » Fin de citation. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle le discours que je tiens depuis plus d'un an, mais je pourrais continuer longtemps comme cela cette liste. Alors, le 5 octobre, je continuerai à dire haut et fort ce que je crois, et en sachant que je ne suis pas le seul homosexuel, n'en déplaise à certains, à me battre contre les bien-pensants de la pensée unique et inique, bien-pensants dont je ferai remarquer qu'aucun d'entre eux ont accouru auprès d'un couple homosexuel pour donner leur sperme ou leur ovocyte, et comme le dit si bien ce cher Pierre Berger le 14 juillet dernier, je cite, « Que préférer, la GPA ou se faire engrosser en douce par un homme qui ne voulait pas d'enfant et le lui imposer? Les initiés comprendront, rajoute-t-il élégamment. » Voilà, alors je voudrais dire un grand merci à la Manif pour tous, à Ludovine et à ses porte-paroles, qui me permettent de m'exprimer non pas en mon nom, mais au nom de tous ceux à qui on demande de se taire ou qui n'osent pas parler, et de rappeler que lorsque nous sommes des centaines de milliers de citoyens dans la rue, là encore, ce ne sont pas que des hétérosexuels, à bon entendeur comme l'on dit. Jacques Vallaud-Belkacem, en 2011, sur le journal 20 minutes, a fait une grande interview pour expliquer ce qu'est la théorie du genre et le sujet de l'interview. Je mets ça de côté.
Pourquoi est-ce que nous disons que dans ce plan égalité, nous sommes évidemment favorables à l'égalité homme-femme, je ne suis pas maso, évidemment favorable à l'égalité homme-femme. Elle va avec la liberté du choix. Donc quand on veut nous imposer un congé parental comme ci ou comme ça, etc., on va à l'encontre de la liberté et de la liberté de la femme et du couple. On entre dans son intimité. Bref, pourquoi dit-on qu'il y a cette idéologie du genre dans le plan égalité? Concrètement, je vais être très concrète. D'abord, et je vous invite à aller voir les supports officiels, tout ce qui est féminin est dévalorisé de manière systématique. Je vous donne un exemple. Quand on joue au ballon, c'est formidable, on peut mesurer ce qu'on fait, on peut mesurer l'efficacité, la force, etc. Et je cite, quand on joue à la poupée, rien n'est en jeu. D'abord sur le plan psychique, psychologique, relationnel, pédagogique, tout ce que vous voulez, c'est juste délirant. Et de toute façon, on dévalorise ce qui est féminin. Il est fait de même des professions étudiantes, enfin des filières étudiantes et professionnelles féminines. Elles sont systématiquement dévalorisées dans l'ABCD et le plan égalité. L'idéal, c'est tout ce qui est masculin. La référence, c'est tout ce qui est masculin. On est parfaitement dans ce plan égalité anti-femme. Je ne peux pas dire anti-féministe, il a été écrit par des féministes, mais qui sont en contradiction avec elles-mêmes. Le deuxième point, et ça a été évoqué par M. Andrès, déconstruction. Le moyen officiel, là encore, je ne suis que dans les faits, c'est déconstruction des stéréotypes de genre. Pour l'égalité, on va aller dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Je regrette, mais ça, quand on est dans la question de l'identité de genre, on n'est plus dans la question de l'égalité homme-femme. On a changé de paradigme. Déconstruction, quand on parle d'enfants en train de se construire, c'est évidemment scandaleux. Il s'agit de déconstruire ce qu'a apporté la famille, à l'évidence. Et Najat Vallaud-Belkacem, comme M. Payon, veut et il voulait commencer dès le plus jeune âge, quand les enfants sont évidemment manipulables et influençables. Et quant aux stéréotypes de genre, il y a des stéréotypes parfaitement acceptables. On a besoin de stéréotypes. Les Français ne savent pas ce que ça veut dire. On les enfume en employant un terme, en prenant un air affolé. Mais quand on sait ce que c'est qu'un stéréotype de genre, eh bien, il ne faut certainement pas les déconstruire. Certains sont à revoir, c'est le propre de l'éducation, et théoriquement, l'éducation nationale appelle, invite, et s'occupe d'éduquer au respect de l'autre. Au respect de l'autre garçon-fille, au respect de l'autre, celui de tous autres élèves et adultes. Donc, cette question de certains stéréotypes qui peuvent poser problème, prenons des mots normaux, que tout le monde comprend. Il s'agit effectivement de problèmes de manque d'éducation, de manque de respect à l'égard de l'autre. Point. Et la question de l'égalité est une question très précise, égalité des chances, égalité de l'accès au savoir, etc. Mais égalité qui est détournée de son sens et qu'on confond avec indifférenciation pose un problème majeur. Et dernier point, l'indifférenciation, qu'on trouve également dans les ABCD plan égalité. Je vais être précise aussi. Par exemple, dans l'auto-évaluation que doivent faire les enseignants d'eux-mêmes, puisqu'ils sont formés, puis après ils s'auto-évoluent. Ils s'auto-évaluent, c'est un peu comme le diamant soviétique, le catéchisme soviétique. Ils s'auto-évaluent et ils se demandent s'ils ont bien fait ce qu'on avait recommandé. Et notamment, ils doivent se demander, et je cite, Académie de Créteil, fais-je référence à mon identité sexuée, à celle des élèves? Alors, deux remarques. Sexué, c'est pas sexuel. Et ça, c'est toute la question du genre qui est posée ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le mot sexué a son importance. Et tous ces mots, quand on connaît l'idéologie du genre, nous montrent aussi qu'on est bien dans l'idéologie du genre. Par ailleurs, en quoi cela pose-t-il problème d'évoquer à l'école le fait qu'on est homme ou femme et qu'il y a des garçons ou des filles? C'est la réalité de l'humanité. On ne peut pas être dans le déni, dans l'oubli de cette réalité. Et garçons et filles ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas des êtres neutres. Voilà pour la question du genre. Je vais m'arrêter là parce qu'on est un petit peu trop long, je vous demande pardon. Mais je vous en prie, allons dans les vrais débats et sortons des anathèmes, fascistes en l'Oden, extrémistes, homophobes. Allons dans les vrais sujets qui nous concernent tous. Tous, chacun de nous, et interrogeons les ministres sur les vraies questions. Voilà, je vous en remercie.
l'ensemble des sujets pour lesquels on manifeste, vous l'avez compris, eh bien, c'est l'humanité homme-femme et toutes les conséquences qui en découlent. Et avec un focus particulier sur la gestation pour autrui qui est inacceptable. Est-ce que vous appelez à l'abrogation de la loi Taubira ou est-ce que pour vous c'est un combat passé, perdu et effacé? Alors, la loi Taubira, elle est fondée, ou plutôt elle n'est pas fondée, c'est pas compliqué. L'institution du mariage, c'est pour s'aimer, c'est parce qu'on s'aime, mais c'est pour s'aimer, parce qu'on a la même vision commune, c'est pas seulement une question de sentiment, il y a aussi une vision commune, et pour fonder une famille. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne fondent pas de famille. Ok, le sens du mariage, le sens général du mariage, la généralité la plus large, commune au mariage, le propre du mariage, c'est de vouloir fonder une famille. Deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas fonder une famille. Et quand on ne tient plus compte de la réalité, on est dans l'idéologie. Donc cette loi Taubira, nous la considérons toujours comme illégitime. J'entends déjà, ils sont extrémistes, ils veulent abroger une loi. Des lois, il y a des abrogations tous les jours, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de syndicats, de partis, de personnalités qui s'expriment et qui sont en désaccord contre telle ou telle loi. Donc ne faisons pas les cages effarouchés, ils veulent l'abrogation de la loi Taubira. Oui, nous souhaitons l'abrogation de la loi Taubira. Sans rétroactivité, bien entendu. Et sans préjuger du fait que l'union civile entre homosexuels, la question... Absolument, je ne l'évoque pas parce que ça c'est une alternative. Et là on est dans les conséquences d'une abrogation, mais nous souhaitons l'abrogation de la loi Taubira. On sait bien qu'il ne va pas y avoir abrogation dans 6 mois. Donc on ne l'a pas mis en haut du papier en premier, évidemment. Mais nous souhaitons toujours... Mais ni même en 2017, puisqu'on voit que de plus en plus de responsables de VLP, si la droite devait repasser moi je ne connais pas, vous peut-être, moi je ne connais pas ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, nous nous mobilisons aussi, ça fait partie du sujet pour l'abrogation de la loi Taubira. Ce sera d'ailleurs peut-être un enjeu de 2017 et de mobilisation de la même. Et ce sera probablement un enjeu de 2017, et on n'a pas arrêté de nous dire vous avez fini, demain vous êtes fini, votre mouvement est fini, puis finalement on est bien toujours là, et les prophètes qui prédisent la disparition s'en sont trouvés pour leur frais à chaque fois. Le mariage va avec la filiation, le mariage organise la filiation. Donc tant qu'il y aura le mariage, d'abord ils ont déjà mis l'adoption avec, hein, et donc de manière injuste on prive déjà l'enfant de père ou de mère par une adoption de ce type-là. Et le mariage, avec le mariage, ne peut qu'aller la PMA et la GPA puisqu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et c'est là où ce mariage Taubira pose un problème majeur. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants et ils ne peuvent pas adopter. Les couples homosexuels, la majorité des conventions des pays ne permet pas l'adoption pour les couples homosexuels. Donc le problème est très clair. Effectivement, ça ne peut être que la GPA et la PMA, ce que nous réfutons. Simplement dire que quand on parle de GPA, ce n'est pas uniquement comment devenir parent pour des homosexuels, hommes j'entends, mais c'est des homosexuels, hommes et riches. Parce que quand on est homosexuel et pauvre, on ne pourra pas les sortir un enfant. Et hétéro riche. Non mais parce qu'on ne taxe d'homophobie, pas de... donc je veux dire qu'il y a une histoire de... Il y a aussi une vision de classe sociale, alors je ne vais pas faire mon petit marxisme, mais de toute façon, on est obligé d'avoir une vision, je dirais, réaliste de la chose. Ce n'est pas un problème d'homosexuel, c'est un problème de moyens financiers, tout simplement. La GPA représente à ce jour un marché de 3 milliards d'euros, et comme effectivement ça concernera bien sûr aussi, ça concerne les couples homosexuels et hétérosexuels, nous nous y opposons dans tous les cas, et ce marché peut être amené à se développer de manière considérable. C'est un business, et ce que touche la mère porteuse n'est qu'une petite partie. Il y a les médecins, les techniciens, les avocats, les hommes d'affaires, les notaires, machin, etc. Les courtiers. Ne soyons pas naïfs, c'est pour ça que la gauche puisse tolérer la gestation pour autrui, à cet égard-là aussi, est absolument incompréhensible. Et la PMA veut dire procréation médicalement assistée. Si on conçoit pour un couple de femmes homosexuelles, est-ce que ça veut dire que le fait que c'est un couple de femmes homosexuelles et qu'on l'utilise médicalement, est-ce que l'homosexualité, on revient comme en quelques années à l'OMS, une maladie? Voilà. Juste un point, c'est la problématique de l'abrogation de cette loi, c'est pas une problématique de on perd la première manche, on gagne la deuxième, ça, on ne s'est pas bien compris. La problématique qu'on expose ce matin, c'est la problématique de l'ablation des mots. Le mariage pour tous, en fait, c'est le mariage pour personne. Désormais, quand vous aurez quelqu'un qui vous dira « je suis marié »,
Vous lui direz avec un homme ou avec une femme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le mariage ne dit plus. De la même manière, quand on refuse l'expression, c'est-à-dire l'application d'un mot à une identité sexuelle, ça veut dire que quelque part, votre identité disparaît. Vous avez fait une ablation de mots. Les psychologues appellent ça la suppression d'un patrimoine symbolique. Alors même qu'il n'est de richesse dans l'humanité que quand l'humanité s'identifie, quand elle se connaît. On supprime le mot, l'humanité régresse. Donc en fait, ce que nous voulons simplement, c'est précisément qu'on identifie les spécificités. Ça n'empêche pas de les reconnaître. Au contraire, reconnaître une spécificité, c'est être capable de la nommer. C'est pas ostracique. C'est juste, ça m'intéresse. Qui es-tu, toi? Ça m'intéresse de savoir ce que tu es. Et si tu es différent, ça m'intéresse encore plus. Donc c'est pas un problème. Hein, c'est pas du tout une vexation, c'est pas une deuxième manche. C'est plus important que ça. C'est d'ailleurs un paradoxe étonnant de voir qu'a été saluée comme une première extraordinaire l'arrivée au ministère de l'Éducation nationale d'une femme en tant que femme, avec donc un énorme stéréotype sexué à son propos, alors même que les professeurs de ce même ministère de l'Éducation nationale ont une sorte d'injonction à ne faire absolument aucune référence à leur propre identité, à celle de leurs élèves. Là, on est vraiment dans l'absurdité. L'ABCD de l'égalité, nous avons vu toutes les vidéos, étudié tous les supports, lu tous les documents. Et puis on a reçu aussi des documents internes officiels, transmis aux professeurs, qui ne sont pas forcément rendus publics. Il a été annoncé que ceux qui ont été formés à l'ABCD pourraient être les formateurs du plan égalité. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé, après le retrait du label du nom ABCD annoncé par M. Hamon, elle a annoncé et elle a dit maintenant on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, c'est pour toutes les disciplines, puisque les programmes scolaires sont en cours de refonte, et c'est pour tous les niveaux, donc de la grande section de maternelle jusqu'au baccalauréat. Tel qu'annoncé, il y a un certain nombre de déclarations officielles, on est dans la parfaite continuité, et puis on l'étend. Néanmoins, vous avez raison, on n'a pas encore la mallette pédagogique. Mais cependant, par ailleurs, nous avons eu accès à l'intranet de l'Éducation nationale sur un point très précis, je vous rassure, pas sur le reste évidemment, qui est l'intranet des formations proposées aux enseignants. Parce que les enseignants ne tiennent pas du tout ces genres de propos, vous avez raison. Mais on essaye par les formations. Najat Vallaud-Belkacem a dit qu'on allait former 320 000 enseignants. Madame Najat Vallaud-Belkacem veut former à ce mode de pensée, de manière de considérer les élèves, etc. etc. C'est pour ça que je parlais du diamant du catéchisme soviétique. C'est ce qu'elle souhaite faire, mais pour le moment, ils ne le font pas, vous avez raison. Donc elle a annoncé la formation de 320 000 enseignants. Et donc les formations internes, les formations proposées aux enseignants, on a des captures d'écran que je peux vous adresser, des accès au site. Dans toutes les formations, que ce soit en histoire, en formation des formateurs, en pédagogie, vous verrez partout la question de l'identité de genre. Vous verrez partout la question des stéréotypes de genre. Vous verrez partout cette question-là. Elle est présente dans toutes les formations. Nous n'avons pas encore diffusé ces informations, mais je peux vous adresser cette documentation. Nous allons faire un constat par huissier, puisque bien sûr, quand on dit quelque chose, c'est modifié. Donc maintenant, on va faire un constat par huissier, et puis on va diffuser. Et donc, il y a un projet qui est bien réel, mais qui est tellement énorme qu'on a de la peine à y croire, qu'on a tendance à penser que nous exagérons. Et troisièmement, il n'est pas assumé. Najat Vallaud-Belkacem dit « mais non ». Elle assume. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas le dire? Pourquoi est-ce que, bien sûr, personne n'a le temps d'aller regarder les supports officiels comme nous on l'a fait. Mais que les Français prennent le temps, vous, journalistes, prenez le temps. Ça demande d'approfondir, ça demande d'avoir lu un peu sur le genre, d'approfondir et de regarder. Hein. Et la question de la norme, par exemple, et vous savez que l'idéologie du genre, c'est la déconstruction de la norme, en l'occurrence sur les questions d'identité, la question de la norme est très présente dans ces formations proposées aux enseignants. Voilà, pourquoi est-ce que Najat Vallaud-Belkacem et d'autres n'assument pas? Après tout, c'est un sujet de débat, c'est un sujet intéressant, mais ce n'est pas un sujet d'enfant. Il n'a rien à faire à l'école. C'est un sujet d'adulte et même un sujet difficile. Mais les enseignants sont sortis très affaiblis de ces différents débats. Ils ont été attaqués très violemment. Ils n'ont pas été attaqués. Non, non. Les autorités ont été attaquées. Je dis qu'on a quand même découvert tout un tas de
enseignants sur ce qu'ils faisaient en classe, sans, je pense, toujours aller voir ce qu'ils faisaient en classe. Tout à l'heure, vous avez entendu un mot de pratique sournoise des enseignants. Non, mais ça venait pas de la manif pour tous, en fait. C'est qu'il y a eu d'autres mouvements, pour ne pas les nommer, qui se sont emparés aussi de ce débat-là. Ils ont été le plus nuancé possible. Des enseignants. Vous avez raison, vous avez raison. Caroline évoquait des faits qui ont été... Parce qu'il y a aussi parfois quelques militants, comme partout. Comme partout. Hein, Gabriel, pardon, rapportez... Quand je parle de méthode sournoise, c'est-à-dire que quand on balance sur un site qui s'appelle la maîtrise de la langue française... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que vous voyez sur Internet? On peut balancer tout ça. Eh bien, c'est un site qui explique comment maîtriser la langue française. Et dans ce site, c'est institutionnel. Aucune idée, mais en tout cas, vous avez. Moi, j'ai quand même vérifié les classes, le nom des institutrices, enfin l'école, parce qu'on parle de l'école, par exemple, je sais plus, dans un, enfin, en tout cas, allez voir, il y a 5 ou 6 communes du 92 qui sont dedans, et vous avez dedans le nom de l'école, le nom de la classe, enfin, le nom de l'institutrice. Et j'ai été vérifier si dans cette école il y avait bien cette institutrice. Et s'il y avait des élèves qui s'appelaient comme ce prénom-là. Et les parents ne savaient même pas que le prénom de leurs enfants était sur le site. Donc ça a été remonté par quelqu'un. Est-ce que vous avez été voir un ABCD de l'égalité? Est-ce que vous avez demandé la possibilité d'aller voir comment ça se passait? Bien sûr, tout à fait. Vous avez une association qui est malheureusement qui a pas pu venir ce matin, qui s'appelle Vigigender, qui a été dans un certain nombre de classes, qui a suivi, etc. Mais rappelez-vous que l'éducation nationale n'a jamais voulu rendre publique la liste des écoles et des classes concernées. Quand on vous dit on cache, ils n'ont jamais voulu rendre public. Donc il y a eu un certain nombre d'échanges, de visites, de témoignages, etc. Mais elles n'ont pas pu faire, l'association qui est très spécialisée là-dessus, n'a pas pu faire le tour des classes concernées puisqu'il n'a pas été possible. Le tribunal a condamné l'académie de Créteil, je crois, en lui disant qu'elle devait rendre publique cette information. L'académie ne l'a pas fait. Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est quand même, on a eu des témoignages incroyables. Et je connais personnellement la petite Louise, qui a 4 ans, qui habite à Toulouse et qui est rentrée l'hiver dernier de l'école en disant à son père, chirurgien, j'essaie de donner de la chair, je ne peux pas donner le nom, hein, mais j'essaie de vous... et vous pourriez l'interviewer si vous le souhaitez, il l'accepterait. Et le soir, elle a dit à son père, la maîtresse, c'est super, ou c'est pas super, j'en sais rien, la maîtresse m'a dit que si je voulais, quand je serais plus grande, je pourrais être un garçon. Un autre petit garçon, qui pleure, qui va pas bien. Et finalement, il dit à sa maman, maman, quand est-ce que je saurai si je suis un garçon ou une fille? Je ne dis pas que les enseignants leur ont dit, tu vas changer de sexe, ou tu peux changer de sexe ou choisir ton identité. Simplement, le sujet est tellement délicat qu'il peut conduire à des maladresses. Le sujet est éminemment difficile. Et à l'école, auprès d'enfants, on n'a pas le droit d'aller d'abord sur des questions éminemment intimes, éminemment personnelles, très profondes, et puis très difficiles, très délicates. Vous avez raison, on peut faire une distinction entre ce qui vient de l'institutionnel, du politique, et ce qui se passe dans la classe. Dans la classe, l'enseignant, il est face à ses enfants et il s'en sent obligatoirement plus responsable. Il ne peut pas débiter, leur rendre hommage, bien sûr. Voilà, et là, ce dont parlait Ludovine sont des cas exceptionnels qui font symptômes. Mais peut-être rien à voir avec les ABCD. Non, les ABCD, on les a épluchés. Et il y a, par exemple, lutter contre les stéréotypes sexués, ça apparaît, mais à toutes les pages, quoi. Alors que des stéréotypes, comme le disait Ludovine, on en a besoin aussi pour se construire son identité de garçon et de fille. Il y a à faire le ménage. Voilà. La petite Louise dont je parle, c'est Toulouse. Hein. Toulouse était dans les académies concernées par l'expérimentation de l'ABCD. Mais vous avez raison, on n'a pas pu savoir. Et puis c'est une question de langage, comme on le disait, c'est-à-dire que dans l'idée maintenant, c'est la prétendue théorie du genre. Il y a des expressions lutter contre les stéréotypes qui font plus appel à l'intelligence, mais au conditionnement par prétendu. Maintenant, quand il y a une théorie du genre dans l'idée, c'est précédé par prétendu. Ça rappelle la Chine populaire des années 70. Nous ne sommes pas un mouvement de parents qui veulent s'opposer aux enseignants. Je pense que la violence qui est faite aux familles, par justement cette déconstruction à l'insu, elle est faite également aux professeurs. Moi je suis sidéré qu'on puisse évoquer une formation de 340 000 personnes.
moi je pensais que je ne vivrais jamais plus ça en fait. Hein. Je suis né ça dans les années 70, au plus fort de la confrontation entre le marxisme et le capitalisme. J'espérais qu'on serait libéré de ça. Parce que ils sont pas formés à la théorie du genre, ils sont formés à lutter contre les inégalités financières. Non mais c'est quoi les stéréotypes? On confond indifférenciation et enfin on confond être différent et être égaux. Et nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes égaux et différents. Et le petit garçon, l'éducation, elle est là pour l'aider à devenir un homme. Et si on lui met en doute les signes de sa masculinité, pourquoi tu dis que tu es un garçon, qu'est-ce qui te fait dire ça, etc., au lieu de l'aider, c'est femme deviens ce que tu es, homme deviens ce que tu es. Et pour aider l'enfant à grandir, on ne peut pas le mettre en doute en permanence. Et on sait que les personnes qui ont des doutes traversent des souffrances immenses. Hein, je pense bien sûr à la transsexualité, au transgenre. C'est une source de souffrance. Pourquoi vouloir venir troubler? Parlons plutôt réellement de l'égalité, mais dans la reconnaissance des identités garçon-fille. Et homme devient ce que tu es, garçon devient ce que tu es. On est, et on n'est pas dans une question de fonction, je fais le ménage ou je fais ci ou je fais ça, on confond le faire et l'être. Il y a une confusion absolue. La femme a un rôle dit inférieur sur l'ABCD de l'égalité, donc il faut qu'elle rentre dans d'autres professions. Et ce n'est pas une question de rôle, c'est une question d'être. Et si on ne prend pas en compte ce que nous sommes, hommes et femmes, eh bien on se plantera. Je ne dis pas qu'il n'y a que du faux, mais vous mettez du faux dans le vrai et vous faites du plus faux que faux. Voilà. Et on peut en parler pendant des heures. Encore une fois, moi, si je peux me permettre, pourquoi mettons-nous nos enfants à l'école? On aimerait bien qu'ils sortent de l'école en sachant lire, écrire, compter. Hein, alors tous les sommes d'argent là qu'on met, faisons confiance, encore une fois, ce que disait monsieur, aux familles. Moi, si j'ai envie de parler de ça à mes enfants, c'est mon rôle, c'est le rôle des parents. Je ne mets pas mes enfants à l'école pour qu'on vienne. Je trouve que l'école prend la place des parents. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Faisons-leur confiance et laissons l'école là où elle doit être, c'est-à-dire, voilà. Apprenons à nos enfants à lire, écrire, voter, et si l'école fait ça formidablement bien, on sera tous contents, et je pense que nos enfants en sortiront grandis. Vous savez, sur le site de l'ABCD, dans une vidéo, il est dit si les parents ne sont pas d'accord et on s'y attend, et ben vous vous écartez, vous mettez de côté, vous continuez. Dans l'une des vidéos de l'ABCD de l'égalité. C'est dire quand même, et je vous présente ici un petit ouvrage parmi beaucoup, hein, Cassons les clichés. Alors, vous avez monsieur et madame Ours. Alors, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont la même taille, la même corpulence, les mêmes griffes, la même tête, bref, il est impossible de les distinguer, et donc tout le sujet porte là-dessus. Et l'histoire aussi, à la fin, c'est que la petite fille, on la force à mettre une jupe rose alors qu'elle voudrait être en pantalon. Écoutez, on n'a pas d'autre chat à fouetter que de savoir. Rose et bleu, je pense que une petite fille, d'ailleurs autrefois on parlait toujours des garçons manqués, les petites filles qui ne voulaient pas mettre de rose, mettez pas de rose, et enfin, respectons la liberté des uns et des autres et sortons de... Alors après, quand on éduque au respect, on éduquera donc à l'égalité, là il y a un sujet, mais on est à côté du sujet, c'est ce que nous ne cessons pas de dire. Et tout en rendant, vous avez bien raison, hommage aux enseignants qui font un travail extraordinaire, infiniment difficile, et Dieu merci, les quelques incidents que nous avons cités, dont nous avons témoignage, sont heureusement des cas, quelques cas, mais ça pourrait se multiplier si réellement ce programme de plan prétendument égalité est mis en œuvre. C'est ce que nous disons. Voilà notre propos. Vous évoquez dans votre tract un chiffre, là, 100 bébés fabriqués à l'étranger. D'où vient ce chiffre? Et autre question chiffrée, combien vous attendez de manifestants le 5 octobre? Alors, ce chiffre vient d'une enquête, vous pourriez faire vous-même, qu'on a faite à partir d'un certain nombre d'articles de presse, notamment, qui ont fait des annonces. Voilà, donc on a fait notre propre enquête. J'ai vu qu'il y avait un chiffre officiel récent qui était un peu moins élevé, mais je vais vous dire 1 ou 100 ou 200. Dès lors qu'il y en a un, c'est trop. Et il y a ce fameux milliardaire japonais. Le fameux milliardaire japonais. Là, c'était pour la France. En Espagne, ils ont l'équivalent de la circulaire Taubira. Aujourd'hui, ils sont à 800 bébés nés de GPA à l'étranger qui sont, entre guillemets, importés en Espagne. La circulaire Taubira favorise de fait le développement de la GPA, alors que c'est une pratique obscurantiste. Et le nombre que nous attendons, il est trop tôt pour le dire, mais je laisse Albéric. On n'a jamais prévu de nombre. Non, ce qui est certain, c'est qu'on est à 3 semaines de la mobilisation. Je pense que nous sommes quand même un collectif d'associations, nous n'avons pas les moyens que peut avoir
l'autorité étatique pour annoncer à l'avance, et eux seuls sont capables de plusieurs mois avant de vous donner au nombre près de manifestants le chiffre que ce soit. De la préfecture de police. Ça, on peut le faire. Mais le nôtre, c'est vraiment impossible. Il faut attendre d'avoir. C'est seulement quelques heures avant qu'on a une indication avec le nombre de cas, d'inscrits sur Facebook, etc. C'est vraiment quelques heures avant qu'on a une idée précise. Sinon, il faudra attendre le 5 octobre en début d'après-midi. Alors, la préfecture, elle a annoncé 340, 300, 150, 80. Là, donc je vous le dis d'avance. Oui, ils vont nous sortir. Ça se complique. Ils se sont mis dans une drôle de situation. Oui, il faut que ce soit inférieur à chaque fois et puis ça devient de plus en plus non crédible. Voilà, mais vous avez la fourchette. S'il y a moins de monde que le 2 février, ce sera une forme d'échec. Écoutez, on n'en est pas à se demander à cette question-là. On est occupé à alerter. Et le 2 février était une manifestation européenne. On était dans 5 capitales. Même davantage. Vous savez, je pense qu'il faut bien avoir en tête que nous exprimons une vigilance. Nous avons déjà démontré que quand il y a une actualité chaude devant, on est des millions. Ne vous inquiétez pas, s'il y a vraiment une actualité chaude devant, on sera des millions. En revanche, notez que nous serons vigilants, et c'est ça que nous voulons exprimer. Et puis nous sommes un mouvement de fond, c'est-à-dire qu'on peut avoir des manifs qui ont très bien fonctionné, des manifs qui ont un peu moins fonctionné, mais ça n'empêche pas que nous sommes un mouvement de fond qui n'est plus d'ailleurs que dans la protestation, mais qui est aujourd'hui devenu force de proposition. J'en veux pour preuve le Grenelle de la famille, j'en veux pour preuve plusieurs cercles de réflexion qui commencent à travailler, et ceux qui sont créés dans la périphérie de la manif pour tous, je pense à l'écologie humaine et à bien d'autres. Donc une manifestation qui va réussir très bien, tant mieux. Une qui réussit un petit peu moins, c'est pas très grave, mais on est parti pour durer. On n'est pas un mouvement ponctuel, nous sommes un mouvement qui ambitionne de structurer durant des décennies encore les propositions quant à la vie de la famille en France. En tout cas, ce sera une manifestation pacifique et nous appellerons à être, comme toujours, dans la paix, dans la non-violence, dans le respect des personnes et du bien commun. Sans oublier que même si on rate, entre guillemets, la mobilisation et le nombre de manifestants, on restera toujours, si vous comparez avec les autres mouvements sociaux et sociétaux, on restera toujours en tête du nombre de personnes mobilisées. Donc voilà, dans tous les cas, même si pour nous on a connu des chiffres qui étaient immensément grands, ça restera toujours un grand succès du point de vue de la démocratie. Il ne faut pas oublier qu'en mai 2013, on nous avait annoncé que c'était notre dernière manifestation. Nous sommes toujours là. Vous avez beaucoup parlé de la GPA. À ce propos de la PMA, il y a une décision, un avis de la Cour qui est attendu le 22 septembre. C'est tout à fait juste. Quelle est votre position? Vous doutez qu'il risque de valider quand même 95% des décisions? Oui, absolument. Écoutez, nous pensons qu'on ne peut pas priver l'enfant d'un père. Que deux femmes aussi merveilleuses et maternelles soient-elles ne peuvent pas remplacer un père, et réciproquement. Le Conseil constitutionnel avait validé la loi Taubira sous condition que l'adoption ne soit pas utilisée pour un détournement de la filiation, et notamment dans le cadre de la PMA à l'étranger. Donc on va voir quelle sera la décision, mais on serait dans la cohérence complète si ce détournement de l'adoption était validé. L'adoption, c'est une institution au service de l'enfant quand il y a eu drame, abandon, etc. Quand on se fait faire sciemment un enfant à l'étranger de manière illégale, on revient en demande d'une adoption, on a programmé le fait de rendre cet enfant orphelin de père. Et puis après, en voulant une adoption plénière, en trichant sur sa filiation. Sachant que beaucoup de femmes, du coup, ne disent pas qu'elles ont conçu par PMA. En général, il y a des doutes extrêmement importants. Et il y a d'ailleurs... sur un doute. Non, mais vous avez raison. Il y a d'ailleurs, sur les 721 adoptions qui ont été demandées, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont en cours. Mais sur les jugements qui ont été rendus, je crois que c'est 95% ont été accordés. Et c'est une enquête, je précise bien, du ministère de la Justice demandée sur les enfants ici de PMA. Donc le ministère de la Justice sait qu'ils sont nés de PMA, et donc les tribunaux le savent, par conséquent. Donc on n'est pas dans le doute. Il y en a beaucoup qui du coup refusent de dire comment elle poursuit cet enfant, et c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve. Il y a une suspicion, mais... Oui, encore une fois, le désir d'enfant n'autorise pas tout, et certainement pas de... Et je rappelle, comme je rappelais tout à l'heure... D'un point de vue juridique, en tout cas, les oblige à parler de leur vie privée de la façon dont elles ont. C'est ça, c'est un point de vue juridique. Là, je ne rentre pas du tout dans le... Il y a toutes sortes de présomptions et de... Bon, mais c'est compliqué. Elles peuvent mentir et tricher et faire passer leur vie, c'est vrai. Et
comme je le rappelais tout à l'heure, PMA, il y a médicalement, et deux femmes qui sont ensemble, elles ne sont pas forcément stériles. Elles ne sont pas stériles du fait d'être ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça, elles ne sont pas stériles, donc le mot médicalement. Et la PMA, c'est une aide à la procréation. Voilà. En principe, ça ne remplace pas la procréation. C'est procréation, médicalement. Vous savez, il y a une chose qu'il faudrait dire. Monsieur en a un peu parlé, c'est qu'il y a, à mon avis, une stratégie aujourd'hui d'influence pour créer une majorité qui pense d'une certaine manière. Et ça amène, si vous voulez, de cette manière à pouvoir traiter ensemble beaucoup d'autres problèmes que des problèmes comme ceux qui vous intéressent. En tout cas, le mariage de Murat conduit à tricher sur la filiation et à faire appel à un père, à une mère preneuse, à une mère porteuse, et c'est tout ça. Merci beaucoup.